Bien, bonsoir à tous, merci d'être présents. Je nous présente Delphine Adamczyk, donc avocate au barreau de Nantes. Je suis spécialisée en droit de la famille, des personnes et du patrimoine. Et mon confrère, maître Quentin Chabert, qui pratique également très régulièrement ce domaine de compétences. On nous a gentiment demandé de venir vous parler de la résidence alternée. Je dis bien résidence alternée, non pas garde alternée, puisqu'il s'agit d'une solution qui peut être trouvée par les parents entre eux, voire imposée par le juge, pour organiser le mode de vie quotidien de vos enfants. Il s'agit de déterminer l'endroit où vos enfants vont principalement résider, principalement vivre. Il y a plusieurs solutions de mode de résidence ou de mode de garde, pour parler plus prosaïquement. La résidence principale chez l'un ou l'autre des parents et la résidence en alternance chez les deux parents. Il n'est pas écrit dans le marbre que la résidence alternée doit être une semaine sur 2. Vous avez une certaine liberté de mouvement dans l'organisation de ce que vous souhaitez pour vos enfants. On va favoriser bien évidemment l'accord parental et si vous n'y arrivez pas, c'est le juge qui tranchera à votre place. En fonction de la situation de l'enfant, en fonction de la disponibilité des parents, on peut aussi trouver des résidences alternées qui soient inégales en temps passé. Il ne faut pas confondre une résidence alternée inégale avec un droit de visite et d'hébergement élargi. Puisque quand vous avez une résidence alternée, la résidence, le lieu d'habitation de votre enfant est fixé chez le papa ou chez la maman et la maman, ou le papa et le papa, à part égale en ce sens que chaque parent détient la résidence de l'enfant sur un temps déterminé pendant la semaine ou sur le mois. Lorsqu'il y a droit de visite et d'hébergement élargi, la résidence principale, le lieu d'habitation habituel de votre enfant est déterminé chez l'un ou l'autre des parents. En revanche, le droit de visite et d'hébergement, c'est-à-dire la possibilité pour le parent non gardien, a la possibilité donc de recevoir l'enfant selon une certaine fréquence. Et donc il y a de plus en plus de parents qui organisent un droit de visite et d'hébergement élargi. Par exemple, là encore, ce n'est qu'un exemple, du vendredi soir au lundi matin, voire même du vendredi soir au mercredi soir. Donc retenez, résidence alternée, c'est pas obligatoirement à part égale, ça implique de déterminer que l'enfant résidera à part égale chez chacun de ses parents. Clairement, la résidence alternée, c'est 17% de l'organisation, des organisations parentales. Pardon, il n'y a pas de favoritisme, mais c'est une réalité. La plupart du temps, la garde va à la maman et le reste du temps, autour de 8-9%, la garde va au papa. La résidence alternée peut fonctionner lorsque c'est décidé par les deux parents. C'est là le système idéal. Et que bien souvent, c'est quelque chose qui peut faire peur et qui peut rebuter. Et en fonction de l'âge des enfants, ça peut rassurer un des parents de garder l'enfant chez lui avec un droit de visite élargi. Ce qui prévaut dans toute décision et dans toutes les décisions que vous allez vous-même prendre en tant que parent, c'est pas votre confort, c'est l'intérêt de votre enfant. Mais il y a des solutions que l'on envisage parce qu'on aime nos enfants et on a envie de passer du temps avec eux et un maximum de temps. Et on sait très bien que dans le cas d'une rupture, c'est quelque chose qui est éminemment difficile. Mais le juge, ce qu'il va regarder, c'est ce qui relève de l'intérêt de l'enfant. Les critères sont assez simples, vous les voyez là. On a d'abord des premiers éléments qui sont liés à la pratique antérieure des parents. C'est une question qui se pose de manière assez fréquente, c'est de se dire quand on se sépare, comment on fonctionne. Et souvent, quand on saisit la justice, c'est peut-être qu'avant, on a d'abord essayé pendant un certain temps de trouver un accord avec l'autre parent. Et finalement, on n'a pas réussi à trouver un accord et on se dit, il faut que je saisisse un avocat pour qu'un juge puisse trancher la situation. On a visiblement un désaccord entre les deux. Mais donc, il y a du temps qui est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord entre les parents durant un temps qui a fixé une résidence principale chez l'un ou l'autre. Et quand on va saisir le juge, dire l'enfant, puisqu'on parle toujours, comme le disait Maître Adamczyk, de parler de l'intérêt de l'enfant, l'enfant a été habitué pendant un certain temps à être au domicile de l'un des deux ou en garde alternée. Un changement, ça peut être compliqué pour un enfant. Et donc, un juge n'est pas forcément enclin, un juge d'affaires familiales, à entraîner un changement chez l'enfant. La seule chose, c'est de dire que si un enfant exprime une volonté certaine d'être chez l'un des parents, effectivement, le juge d'affaires familiales peut le prendre en compte.
Et ça, c'est un critère fondamental à l'heure actuelle, c'est si l'enfant n'est pas doué de discernement, il ne va pas être entendu par le juge. Parce qu'un enfant de 4 ans, par exemple, on estime que de soi-même, il ne peut pas avoir de discernement. Quand l'enfant est entre 8 et 12 ans, on va dire, on peut se poser la question. Souvent, ce qui peut être fait, c'est qu'il vous est demandé, ou votre avocat que vous avez choisi va demander ce qu'il y ait un autre avocat qui soit désigné pour votre ou vos enfants, pour que cet avocat soit tout à fait indépendant et puisse recueillir la parole des enfants et dire au juge s'il estime que les enfants ou l'un des enfants est doué de discernement et pourrait être entendu par le juge aux affaires familiales. Et là, je vais plus loin après, c'est quand l'enfant, évidemment, est un adolescent, et je vais parler plutôt pour les enfants qui sont presque bientôt des adultes, presque 18 ans. Clairement, en pratique, les juges aux affaires familiales vont vraiment prendre en compte leur avis. L'aptitude des parents à respecter la coparentalité, c'est aussi un élément important qui est fixé par les magistrats. C'est-à-dire qu'une résidence alternée, ça sous-entend quand même un accord entre les parents. C'est pour ça que les gardes alternés ne sont pas forcément mises en place quand les parents n'ont pas un minimum de capacité à discuter entre eux. Sur le résultat des expertises ou mesures d'instruction, la situation est simple, c'est quand on saisit un juge aux affaires familiales, on a le droit de lui demander de prendre une décision dans un premier temps, et en attendant de prendre une seconde décision, peut-être quelques mois plus tard, on lui demande de pouvoir peut-être faire une expertise psychologique de toute la famille, par exemple. Les violences ou pressions physiques ou psychologiques infligées par l'un des parents, vous imaginez bien que s'il y a un contexte de violence particulière sur l'un des parents ou malheureusement sur l'un des enfants, forcément le juge d'affaires familiales va le prendre en compte. Donc ça, c'était les critères généraux qui sont utilisés d'ailleurs dans toute mode de fixation de la résidence. Mais vous avez aussi les critères particuliers, spécifiques à la résidence alternée. Des critères qui paraissent très clairs désormais par rapport à ce qui est évoqué par la jurisprudence. Et là, on a la proximité géographique des parents. Il est évident que si quelqu'un habite à Nice et l'autre à Nantes, une résidence alternée ne peut pas être mise en place. En pratique, c'est trop compliqué. L'âge des enfants, là encore, des enfants en bas âge, les transporter d'une semaine à l'autre chez l'un et l'autre des parents, c'est compliqué. La capacité des parents à communiquer, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous l'avez compris qu'une garde alternée sans communication, c'est compliqué. Et l'unité de la fratrie, évidemment, vous le comprenez là aussi, séparer les frères et sœurs entre eux, c'est aussi quelque chose que les magistrats n'aiment pas beaucoup faire. C'est toujours du cas par cas. Vos enfants sont particuliers, ils sont différents de ceux des autres. Donc le juge va bien évidemment prendre en considération ces différents éléments dressés par la jurisprudence, mais il va aussi regarder votre dossier, votre foyer, votre famille dans sa particularité et dans son ensemble. Tout est fait à l'heure actuelle dans notre système judiciaire pour que les parents arrivent devant le juge, non pas en guerre, mais avec un terrain d'entente dans le cadre d'un accord qu'ils auront pu conclure. Vous avez, via l'organisation du barreau, via également le tribunal de grande instance de Nantes, la possibilité de recourir à des médiateurs familiaux, préalablement à tout litige, dans le cadre d'une technique qui existe à Nantes à titre d'essai, qui s'appelle la tentative de médiation familiale préalable obligatoire. Il s'agit de pouvoir justifier, non pas d'avoir réussi une médiation, mais au moins d'avoir tenté celle-ci, en ayant recours à un médiateur sur une liste qui vous sera fournie par le tribunal. Il s'agit de vous inciter à essayer de trouver un accord, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Lorsqu'on a des enfants, vous avez tous une obligation légale de contribuer à leur entretien et éducation. C'est dû, même dans le cadre d'une résidence alternée. Et lorsque les revenus des parents sont équivalents, effectivement, j'ai envie de dire, ça fait une opération blanche, puisqu'on considère que tout est partagé et qu'il n'y a donc pas, en plus, d'échange d'argent entre les parents. Donc, celles et ceux qui pensent qu'une résidence alternée va les dispenser de toute pension alimentaire se trompent. En fonction de la situation des parents, en fonction des besoins des enfants et en fonction de l'organisation qui va être déterminée par vous, soit vous entre vous, soit le juge aux affaires familiales, si vous ne vous mettez pas d'accord, pourra parfaitement condamner l'un ou l'autre des parents à contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire. J'ai presque envie de dire, chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut, sachant que si encore les parents n'arrivent pas à s'arranger, c'est le juge qui tranche, et en général, le juge, il s'embête pas, il dit partage des frais et débrouillez-vous. Il est possible de déclarer tous les enfants sur un seul foyer fiscal, mais attention, il faut que vous puissiez justifier que vous assumez la charge principale de l'enfant.
Dernière chose, les allocations familiales. Le principe, c'est résidence alternée. Là encore, quelle que soit donc la durée, vous avez bien compris, partage. Mais à partir du moment où vous pouvez prouver que vos enfants sont en résidence alternée, vous faites une déclaration à la CAF et les allocations sont normalement partagées. Là encore, c'est une possibilité, mais il est tout à fait possible d'envisager de laisser les allocations familiales à l'un ou à l'autre des parents. Le juge aux affaires familiales peut effectivement entériner des accords intervenus entre les parents, et si je reprends l'exemple que vous citez, monsieur, qui se sont débrouillés tout seuls et qui sont convenus d'une situation X qu'ils présentent au juge pour entériner l'accord. Le risque et la difficulté, c'est qu'on se retrouve quelquefois dans des situations qui peuvent être extrêmement compliquées pour l'avenir. Et si le juge fait bien son travail, effectivement, il va lire le document et il va pouvoir inciter les parties à revoir leur copie. On retrouve un peu les mêmes situations qu'on avait à l'époque du consentement mutuel devant le juge, si vous voulez, ou lorsqu'il y avait des situations qui étaient manifestement illégales ou contraires à l'intérêt de l'enfant, parce que le juge a quand même un pouvoir de regard. Il ne se contente pas de tamponner le dossier. Effectivement, le juge peut inciter les parties à revoir leur copie de manière à être sûr qu'elles agissent en connaissance de cause. D'où l'intérêt d'avoir un avocat. C'est le rôle de l'avocat de vous éviter ce genre d'incident. D'abord, on va regarder l'enfant. Comment est-ce qu'il vit ça? Comment est-ce qu'il comprend ça? Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce que ça a des incidences sur l'enfant? Et puis ensuite, il incombe à l'autre parent soit d'alerter son ex-conjoint ou conjointe sur certaines lacunes de son comportement, et s'il n'y a pas de dialogue possible, là encore, de saisir le juge aux affaires familiales pour faire modifier les modalités d'organisation de résidence qui avaient été initialement fixées soit par une décision de justice précédente, soit tout simplement d'un commun accord entre les parents. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire une médiation. Une médiation, c'est une démarche qui se fait en commun, sans obligation de résultat, que je sois claire, et qui consiste à être mis en présence par l'intermédiaire de ce tiers neutre, indépendant et bienveillant qu'est le médiateur, qui va permettre aux parties d'abord de commencer à communiquer entre elles, ce qui n'est pas toujours acquis dans le cas d'une rupture, et éventuellement, j'ai envie de dire, de trouver un accord. La jurisprudence est très mitigée sur l'appréciation de ces tables qui existent, voilà, je ne vais pas vous mentir, mais ça ne dispense pas le juge de regarder, c'est simple, il y a 3 critères, les revenus du père, les revenus de la mère, les besoins de l'enfant. D'accord ? Ce sont ces 3 critères-là qui sont pris en compte pour apprécier en fait le montant de la pension alimentaire. Et à un revenu équivalent, dans 2 dossiers différents, si les besoins de l'enfant sont différents, la pension alimentaire, elle ne sera pas la même. S'il y a une prise en charge intégrale de l'enfant par votre ex-compagne, il n'y a pas de problème. Quelle est les 2 parts fiscales, enfin je ne sais pas combien d'enfants vous avez, mais l'intégralité des parts fiscales. Mais si, comme vous le dites, et si j'ai bien compris, vous partagez tout, situation contraire à l'article 194 du Code général des impôts, elle pourrait se faire taper sur les doigts. Faire valoir ses droits, c'est pas automatiquement aller dans le conflit. C'est avancer une position, se faire défendre. Si on a du mal, c'est pas inné de se défendre. C'est à ça qu'on sert aussi, nous, en tant qu'avocats. Mais c'est pas automatiquement faire la guerre. C'est simplement exposer une situation qui est celle de notre client, la défendre, si possible, essayer de trouver un terrain d'entente, mais si ça n'est pas possible, faire en sorte que ce soit la situation de notre client qui soit valorisée et qui gagne.
C'est souvent le cas, hein. Nos clients sont souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on va céder sur un point, parfois parce qu'on a des revenus plus importants, on va céder sur un point financier parce qu'on sait que ça va nous permettre d'avoir la garde alternée et parce qu'il y a un enjeu de ce type-là. C'est pas parce que vous avez eu un accord un temps que vous ne pouvez pas demander que cet accord puisse être modifié. Votre crainte, c'est que elle de son côté ou lui de son côté disent la garde alternée, moi maintenant j'y mets fin puisque tu veux plus me payer autant de choses. C'est un risque que vous pouvez prendre, mais à partir du moment où la garde alternée a été mise en place pendant un certain temps et qu'il n'y avait pas de difficulté avec les enfants, on rentre encore dans les critères qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu des accords qui ont été mis en place et le juge en tiendra compte aussi. Donc il va falloir quand même que votre ex-conjoint puisse prouver que la garde alternée qui était mise en place précédemment nuit à l'intérêt des enfants, juste parce que le changement que vous demandez, c'est un changement fiscal. Il y a d'autres rendez-vous, vous voyez, sur d'autres thèmes où il y aura d'autres intervenants aussi. Donc n'hésitez pas, parfois on a d'autres situations à gérer. Merci.